Yanaka, bonsoir. Bonsoir, Merci de votre présence. Vous succédez dans ce siège donc à Kessé Marc-Antoine Brou. Votre recueil qui nous occupe aujourd'hui, c'est Exode moral. Première question, pourquoi ce titre? Où est partie la morale? Exode moral a plusieurs sens, mais le sens principal est laissé au choix du lecteur. D'abord, dans Exode moral, il faut comprendre un voyage à l'intérieur de soi, puiser en soi toute la force, toutes les ressources intérieures pour résister, pour mieux voir la vie, pour la vivre autrement. Exode, c'est un voyage. Moral, c'est un voyage vers la morale, une élévation d'esprit vers les vertus. C'est en même temps, comme la sémiologie le montre, une invitation à un silence pour une méditation sur la vie, comprendre ce qui est essentiel et puis comprendre les leçons qu'il faut tirer. 3 parties donc pour cette œuvre. Oui, dans les 3 parties, il y a d'abord une poésie didactique qui s'appelle Écharde. La deuxième, c'est la poésie lyrique et la troisième partie, c'est la poésie satirique. On va commencer avec la première partie, donc Écharde. Et puis moi, je me suis arrêtée sur le poème 3. Et l'homme créa Dieu à son image. Ouais, et l'homme créa Dieu à son image. Qui m'a fort intriguée parce que à la fin quand on découvre l'œuvre, je me dis mais où est-ce qu'il va ce Yanaka? Parce que le Dieu que vous dépeignez dans cette œuvre-là n'est pas celui que moi je connais personnellement. Je trouve que vous y allez un peu fort. Et puis à la fin, vous dites voilà le portrait du Dieu qu'à son image l'homme a créé et non celui qui à son image a créé l'homme. Parce que l'homme, à vous lire, réinvente Dieu et se fait une image de Dieu qui correspond peut-être mieux à ce qu'il fait. L'auteur ou l'écrivain est un observateur de la société humaine, de la société. Et c'est son rôle de décrire ce qui se passe, c'est son rôle d'inviter la société ou les hommes à faire attention à beaucoup de choses. Ce texte a été beaucoup médiatisé parce qu'il a malheureusement coïncidé avec cette avalanche d'attaques terroristes, etc. Il peint le fondamentalisme religieux, il peint l'intolérance religieuse, il peint les déviations humaines attribuées à Dieu. Vous allez lire donc la 5e strophe, un Dieu avide d'offrandes. Un Dieu avide d'offrandes, de quêtes et de dîmes détournées. Un Dieu qui n'est ni celui de la Bible, du Coran, ni de la Torah. Un Dieu qui fait l'apologie de l'évangile de la prospérité. Un Dieu dictateur qui ne donne guère à ses ouailles le choix. On continue. Un Dieu qui bénit les attentats à la bombe sans repentance, qui promet vierge au paradis après des attentats kamikazes, qui motive au culte de la violence, qui ne parle que de crimes dans ses moindres phrases. Donc c'est ce Dieu-là que les hommes se sont créés. Un Dieu autiste, malade d'une grave cécité doublée de surdité, à qui pour parler il faut obligatoirement des cris hors normes. Voilà le portrait du Dieu qu'à son image l'homme a créé et non celui qui à son image a créé l'homme. Donc, comme je l'avais dit dès le départ, c'est en tant qu'observateur de la société, de l'expression de la foi faite, tissée d'erreurs, de superstitions, de fondamentalisme et de toutes sortes de déviations. De toutes parts, j'ai peint un peu cette problématique sociale pour interpeller, pour que cela puisse produire aussi un changement social. Vous vous interrogez également à de nombreuses reprises sur le poète. De quoi est-ce qu'il souffre? Qui il est? Pourquoi il écrit? Cette interrogation vous tient à cœur? En fait, ça me rappelle un peu le livre, l'un des passages d'un texte de Victor Hugo, La fonction du poète. Le poète qui est mal compris, pourtant le poète que je présente comme un prophète méconnu, il y a une désaffection même sociale de la poésie, une représentation sociale péjorative de la poésie qu'il était bon de souligner et de relever. La vocation d'un auteur ou d'un écrivain, c'est, comme le disait le professeur Seribaï dans son œuvre Porteur d'espoir, c'est d'aider son peuple à s'orienter vers, dans les sociétés humaines considérées parfois comme des jungles. C'est pourquoi il étudie le monde pour connaître les lois, pour que ces lois soient profitables à ces sociétés et permettent le bien-être social.
Alors, la relation entre le poète et la société est une réflexion qui a été portée par plusieurs auteurs. Je les présente comme des prophètes méconnus, des personnes qui portent un message qui n'est pas vraiment écouté. Dans cette partie, je pose des problématiques existentialistes. C'est pourquoi la première partie de ce texte, de ce livre, porte sur une poésie didactique, des problématiques existentialistes, des problématiques qui portent sur l'expérience humaine. Très bien. Et là, le deuxième chapitre, donc la deuxième partie, Immaculée Confession, oui. C'est cette fois-ci des poèmes lyriques. Oui, des poèmes lyriques. Alors, j'ai fait une belle introduction avec un texte de Platon, qui est extrait de son œuvre Le Banquet, où il y avait l'hymne à l'amour, où il dit « L'amour communique aux hommes les dons qu'il possède lui-même, le bon et le beau. Il est le charme de la société humaine. Il est le bien et le charme de la société humaine, l'objet d'admiration du désir des hommes et des dieux, l'auteur de tout plaisir, le consolateur de nos peines, le guide de notre vie, le bienfait dont tout mortel doit chanter les louanges. » Alors, dans cette partie, l'auteur ou le poète chante ses amours les plus féroces et ses amours qui l'habillent de haillons. Alors, l'avantage de la poésie dans cette partie lyrique, c'est qu'on est dans l'émotion. Le poète exprime ses émotions, sa relation avec l'amour. Et vous parlez donc du fruit défendu, notamment un amour posthume même. En attendant le jour de ma mort, là, le poète peint la fragilité de la vie. Ça me rappelle un classique espagnol, Francisco de Quevedo, qui avait cet art de décrire la fragilité de la vie. Vous savez, c'est pourquoi il y a une invitation dans parce que ce texte il est beaucoup métaphysique, c'est pourquoi il y a une invitation à la méditation sur la vie, c'est parce que dans l'exercice de nos activités, dans nos actes quotidiens, souvent on fait peu attention à ce qui est essentiel ou à certaines choses qui peignent la fragilité de la vie. Alors, en attendant le jour de ma mort, c'est un peu ça, et ça me rappelle en même temps un texte d'Almighty à l'époque qui a parlé du jour de ma mort. Il y a certains artistes qui en parlent aussi. Comme La Fouine, par exemple. La Fouine également. Il y a aussi des peintres qui expriment beaucoup cette fragilité de la vie dans leur art, dans leur création, etc. Donc, c'est l'une des missions aussi de l'auteur de parler aussi d'un aspect de la vie qui est la mort. Exactement. Qui est-elle? C'est un poème que j'ai apprécié, le 8e de la deuxième partie, page 43. Qui est-elle finalement? Mais qui était, c'est le lecteur qui pourra répondre. La question reste posée parce que quand j'ai vu qui est-elle que j'ai lu, j'imaginais avoir la réponse. Finalement, elle peut être tout le monde. On matérialise la personne qu'on aime, l'être aimé à la fin de ce poème. Ce texte m'a été inspiré en lisant beaucoup Victor Hugo, Esmeralda, Notre-Dame de Paris. Vous voyez, c'est plus le style d'écriture. En fait, dans ce texte, il y a certes le message, mais je mets plus l'accent sur le style d'écriture. Vous allez voir par exemple dans Intimité de Muse. Il y a certains qui ont lu ce texte, ils m'ont dit « mais toi tu es diabolique ». Il y a certains qui disent que tu es un profanateur. Mais dans ce texte, il y avait un test à faire au niveau de l'éclatement d'oxymore qui a fait la beauté de ce texte. Dans l'appréciation, bien la présentation manichéenne de la vie à travers la coexistence des contraires. Vous m'avez même reçu sur ce plateau pour présenter Le pouvoir de la vanité. Il y a quelques années. Et c'est toujours dans ce concept-là, disons, dans cet esprit que j'écris. En présentant... Sur les vices triangulaires des hommes. Oui, les vices triangulaires et aussi la conception manichéenne de la vie et le cycle de vie, la naissance, la croissance et le déclin. Donc voilà un peu ce qui m'habite lorsque, dans l'inspiration, j'écris, c'est beaucoup sur des problématiques existentialistes. Très bien. Troisième et dernière partie, nos larmes contre leurs armes. Cette fois, on est plus dans la satire. Oui, là... c'est la satire, ça pose la problématique de la conscience de la crise et de la crise de la conscience. Donc, c'est un poème, c'est une partie satirique et ça me permet de me souvenir d'un texte de Léopold Sédar Senghor qui disait que notre noblesse nouvelle n'est pas de dominer notre peuple, mais
d'être sa bouche et sa trompette. N'est pas de pète les terres, mais comme le grain de millet de pourri dans la terre. N'est pas d'être à la tête de notre peuple, mais d'être son rythme et son cœur. Donc, c'est ces problématiques que je présente. J'ai même fait une phrase, une citation introductive de Jean-Marie Adiafi qui présente 3 générations. Il a dit, chez nous en Afrique, la première génération a été celle des héros bâtisseurs, des héros libérateurs. Nkrumah, Nelson Mandela. La seconde génération, quant à elle, dort maintenant sur les lauriers de l'héritage de la première, sans tag et sans réclame. C'est la génération des héros fatigués, privés d'inspiration, neuves que pour renforcer leur pouvoir personnel et la poche de leurs amis. C'est la génération du copinage, l'époque des faquins, des coquins, des coups d'état sanglants, de militaires sanguinaires, des dictateurs ubesques. Point de suspension. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais là, c'est une poésie satirique qui a été influencée, dont le style d'écriture a été beaucoup influencé par Jean-Marie Adiafi et aussi Victor Hugo lorsqu'il, dans ses poèmes, dans sa poésie engagée, chatouillait un peu Napoléon, etc. Dernière question. Après avoir écrit donc, ces poèmes de la 3e partie, quel genre de héros Yanaka veut que les Ivoiriens ou les jeunes d'aujourd'hui soient? Vous avez posé une très belle question qui me permet de mettre en valeur un des livres du professeur Seri Bailly qui s'appelle Porteur d'espoir. Et dans ce livre, il décrit la démocratisation de l'héroïsme. L'héroïsme n'est pas ceux qui accomplissent des actes extraordinaires ou des actes épiques, mais c'est ceux dans les conditions ordinaires qui accomplissent des actes extraordinaires. Par exemple, une dame qui arrive pendant la crise à nourrir ses enfants, ou bien disons une dame malgré tous les impôts qui peuvent lui prendre au nez. Voilà, qui lui prend au nez, qu'elle endosse, arrive à aller au marché, à nourrir ses enfants, etc. C'est ça l'héroïsme en fait. Ce n'est pas des actes extraordinaires, de personnes extraordinaires, mais c'est des personnes effacées qui chaque jour, dans des conditions ordinaires, posent des actes extraordinaires. C'est ça le vrai héroïsme et je partage cette vision du professeur Seri Bailly sur la démocratisation de l'héroïsme. Très bien. Merci beaucoup Yanaka. Exode moral, c'est votre recueil de poésie, en 3 parties, on l'a dit, qui intéressera, ma foi, tous les amoureux de ce style littéraire. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette émission spéciale Poésie avec nos 2 poètes, Yanaka et Kessé Marc-Antoine Brou. En tout cas, ce sont des œuvres que je vous recommande vivement pour tous les amoureux du genre et ceux qui veulent également le découvrir. Merci encore une fois pour votre fidélité. Nous étions à l'Institut français, plus précisément à la bibliothèque. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à la réalisation de cette émission avec à la tête Anissette Aouman. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20 h sur RTI2 pour un nouveau numéro de votre magazine littéraire Entre les lignes. En attendant, le dernier mot revient à notre invité Yanaka. Merci à tous les auteurs qui me font beaucoup de retours, beaucoup de critiques, beaucoup de remarques pour l'amélioration dans l'amélioration de mes productions dans ma modeste carrière d'écrivain. Alors, il y a 3 ouvrages qui sortent. Une œuvre collective, point d'interrogation, avec Yeni Djidji, Cédric Machal Kissi, Malika Ouattara et Sikeli. Il y a un deuxième ouvrage, Démocratie, qui est un roman qui sort également. Alors, je continue mes dédicaces dans les librairies.